21 octobre. Euh, Juste au moment où j'ai eu cette émotion, où j'ai eu envie de dire quelque chose, le moment entre l'émergence de l'émotion et le passage à l'enregistrement, vu que la webcam, elle a en rapport avec mon PC, avec sa configuration, elle a mis longtemps à être disponible, et donc le temps, juste quelques instants entre le moment où j'ai été traversé par cette idée et cette émotion euh, et la mise en place de dispositifs d'enregistrement, ben, ce moment a suffi pour que l'émotion s'en aille finalement, se, 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 se résorbe. Il reste la trace d'une petite larmette, voilà, d'une larmette. Euh, je sens de l'humidité dans mes yeux, mais c'est l'humidité euh, qui s'est mélangée avec celle due au temps passé devant l'écran. Donc c'est la confusion. J'ai la nette certitude d'avoir eu une larmette. Mais, mais, mais en ce moment, même pas 2 minutes après, je suis dans le doute. Allô maman, allô maman, c'est ton fils. Oui mon fils. Comment vas-tu mon fils? Allô maman. Je vais pas bien, maman. Je vais pas bien du tout, maman. Mon fils, ma chère, comment vas-tu, mon fils? Allô, maman, où es-tu, maman? Où es-tu, maman? Pourquoi tu n'es plus là, maman? Allô, maman, allô, maman. Réponds-moi, maman. Rassure-moi, maman. Console-moi, maman. Allô, maman. Chère maman. Précieuse maman. Irremplaçable maman. Allô, maman. Tu es où? Tu te caches? Tu joues à cache-cache avec moi? Allô, maman. Je vais te chercher. Allô, maman. Je suis sûr que je vais te trouver. Je me rapproche. Tu m'entends, maman? Je vois où tu es. Tu es là-bas, là-bas. Je suis sûr que tu es là-bas. Ça y est, je te découvre. Tu es découverte, maman. Ah, mais tu n'es pas là, maman. C'est bon, je continue. Là, c'est sûr que tu es là. Pomme, attends-toi à être découverte. Pomme, toujours pas. Maman, tu es ici. Tu n'es pas ici. Si tu n'es pas ici, tu es là-bas. Alors je vais me déplacer là-bas. Je suis sûr que je finirai par te retrouver. Tu es bien quelque part. Tu ne peux pas être nulle part. Allô maman, où tu es?
Je commence à prendre peur. Je commence à imaginer des choses. Alors maman, épargne-moi. Épargne-moi cette inquiétude qui monte. Ce sentiment de t'avoir égaré. Je ne peux pas t'avoir perdu. Hier, on jouait à un jeu. On faisait semblant. Tu te cachais quelque part, et puis je devais te retrouver. Et venait mon tour à moi de me cacher, et tu venais. Allô, je suis là. Aïe, tu me vois, mon fils? Je suis là. Ah, maman, tu es là. Ah, maman, tu es là. Ah, maman, tu es là. Et tu es là, mais tu n'es plus là réellement. Tu es là parce que tu as été là, mais et pour de vrai, tu n'es plus là. Je suis très, très inquiet. J'ai peur. Je ne sais pas comment réagir. Je sens que je t'ai perdu, ma mère. Que tu allais te cacher quelque part là où je ne peux pas te rejoindre. Le jeu de cache-cache est devenu un jeu de cauchemar. Tu allais te cacher pour de bon. Tu es allé t'enfuir quelque part et disparaître de la vue du monde. Je ne te vois plus. Je ne sens plus ton odeur. J'entends plus ton cœur, maman. Pourquoi ton cœur? Il a cessé de battre. Il a cessé de vivre. Pourquoi, maman? Pourquoi tu as cessé de vivre, maman? Dis-moi, maman, à qui devrais-je m'adresser, si ce n'est à toi? C'est à toi que je réservais mes mots. Je n'ai aimé que toi, maman. Personne d'autre. Je n'ai aimé que toi. Et je n'aimerai que toi, maman. C'est pas vrai, ça. Où tu es, maman? Où tu es, maman? Ah, j'ai envie que tu viennes à mon secours, que tu m'aides à me relever, maman. Je sens que j'ai plus de force et que la vie m'a laissé tomber. Je me sens moins vivant que jamais. Je me sens seul, perdu. Et personne n'est là pour me consoler. Personne là n'est là pour me dire que je lui manque, que je suis important à ses yeux, que je suis l'être le plus important au monde. Maman, redis-le-moi, que je suis l'être
le plus important à tes yeux, maman. Qu'il n'y a que moi au monde, maman. Que je n'ai pas à me soucier de rien. Parce que tu me comprends, tu me pardonnes tout. Je peux tout faire. Mais toi seul, tu as la capacité de tout effacer. Un mot de toi et je renais. Un mot de toi et je retrouve mon innocence perdue. Un mot de toi. Et je suis à nouveau un être prêt à faire face. Maman, je suis toujours ton petit enfant. À tes yeux, je resterai toujours ton bébé, ton enfant, ton petit enfant, ton petit garçon. Je viendrai te voir et te poser des questions. Je viendrai te demander des choses. Maman, dis-moi, c'est vrai cette histoire-là que j'ai entendue? Non, mon fils, ce n'est pas vrai. Tu ne dois pas tout croire. Dis-moi, maman, j'ai eu peur hier. J'ai eu du cauchemar. J'ai vu qu'un lion allait me dévorer. Rassure-toi, mon fils. Tu n'as pas à avoir peur. Ni du lion, ni de tout être. Je serai toujours là pour te protéger. Mon fils, ma mère, ton fils. Maman, j'ai grandi trop vite. Je suis trop vite devenu un homme. Puis un vieux. Je suis un vieux maintenant. J'aurais aimé toujours être un petit garçon. Toujours derrière toi. Toujours près de toi. Toi, tu auras continué à prendre soin de moi, à me nourrir, à veiller sur moi, à me couvrir, à t'inquiéter pour moi chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, quand je prenais froid, quand j'avais de la fièvre, quand je me plaignais de quelque chose, toi tu l'as ressenti encore plus fort que moi. Tu prenais ma douleur pour me soulager. Pour toi, pour moi, tu étais prête à tout faire, à tout donner. Amen. Je sens que le moment est passé, ce moment particulier.
que j'ai essayé d'instaurer et dans lequel j'ai réussi un peu. J'ai réussi à avoir des larmes, c'est l'essentiel. J'ai pleuré ma mère. En même temps, chaque fois, j'essaie de jouer le jeu de celui qui ne veut pas affronter la vérité de l'absence de la mère. Ma mère doit rester vivante pour moi. Si j'en parle au passé, plus je ferai cela, plus je l'enterrerai encore plus profond. Je ne veux pas l'enterrer. Je veux qu'elle reste là. La mère est cette chose qui nous rassemble tous. Si je parle de la mienne, je pense aussi à la tienne. Je ne me fais pas une exclusivité. Je ne dis pas moi et ma mère. Je dis nous et nos mères. Pour poser la question, qu'avons-nous fait de nos mères? Avons-nous veillé sur nos mères? Avons-nous protégé nos mères? Avons-nous aimé nos mères comme il se devait? Avons-nous été de bons enfants pour nos mères? Sans parler de la bonne mère, parlons du bon fils. Du bon fils. Et cessons d'accuser les mères. Cessons d'accuser, de renvoyer les mères à leurs fonctions biologiques. Faisons-en des êtres fondateurs, les êtres qui doivent être considérés pour ce qu'elles sont. Nos points, notre lieu de notre point de, je ne sais pas comment le dire, d'émergence, je ne sais pas. À un moment, le corps de la mère, le corps de l'enfant fait partie du corps de la mère. Physiquement, il en est séparé, mais il en est très proche. Bien entendu, il en fait partie, même s'il est quelque part aussi dans son monde, il est dans sa bulle, mais en même temps, il communique, il n'est pas fermé au corps de la mère, il communique avec la mère. Et après la naissance, il communique encore, il continue de communiquer, il continue d'être dans la mère. Et c'est cette relation qui n'est pas une relation de fusion, puisque chacun garde son organisme à lui, sa spécificité à lui, mais on est dans une proximité qui n'a pas son pareil, nulle part. Bien entendu, c'est quelquefois lourd à porter. Un tel sentiment, quelquefois, nous pèse. Et quelquefois, nous avons affaire à des mères qui nous interrogent par certains de leurs comportements, de leurs réactions. Nous aimons avoir une mère parfaite, protectrice, vaillante, douce, jamais méchante, jamais blessante, jamais de reproches,
jamais la moindre critique. Ce rôle-là, nous le laissons à d'autres. Et ils s'en chargent généralement très bien. C'est parce que nous demandons à la mère. Je ne sais pas ce que nous demandons à la mère d'ailleurs, mais en même temps, c'est une drôle de situation. Alors, la différence entre les cris, chacun a parlé de sa mère, chacun a disserté sur sa mère. Mais souvent, cela se fait de façon écrite, manuscrite. Le problème, c'est que l'émotion est difficile à faire passer dans les mots, bien entendu. Et après, c'est là où j'ai passé le petit moment d'émotion. Bien entendu, je suis en même temps dans un dispositif spatial qui ne me permet pas d'aller au bout de comment on dit, au bout de la situation, au bout du moment. Finalement, je suis obligé de parler, de rester. Il y a une volonté ou un désir de marquer le corps. Un coup, ce cordon ombilical qu'on coupe, qui signifie évidemment ce qu'on peut penser. Cette rupture-là, ce brutal des arrimages, voilà que quelque part on voudrait un peu, ce corps, il nous appartient, mais l'idée qu'on voudrait montrer, c'est qu'il appartient aussi à la mère. Il appartient pour beaucoup à la mère. Et ce corps, il doit marquer cette appartenance. Nous marquons l'appartenance à un clan, certains d'entre nous, en tout cas. Mais c'est le clan des pères et non pas le clan des mères. Moi, je voudrais appartenir à ma mère d'une certaine façon. Et cette deuxième rupture, cette deuxième séparation d'avec la mère, la sortie du ventre et la coupure, et puis avec l'état actuel du corps de la mère, ce corps qui devient inaccessible, deuxième phase de la séparation. Il faudrait marquer cela. Comment marquer ce corps pour qu'il rappelle ce qu'il doit à la mère, sa dette, son affiliation. Ce n'est pas quelque chose qu'on va marquer sur une feuille, mais plutôt à marquer sur le corps, quelque part, par une sorte de mutilation du corps. Il faudrait que le corps soit marqué de façon indélébile. Le corps doit être amputé de quelque chose. Après, c'est cela, donc. C'est là. Nous appartenons au monde des mots, au monde des mots qui font distance avec l'émotion. Des mots prêts à être déployés
pour couvrir, pour un peu faire taire les émotions légitimes qui voudraient s'exprimer, exister. Il faut savoir accepter. Il faut savoir se séparer. Il faut savoir se résigner. Et si moi je ne veux pas me résigner, justement, je ne veux pas être dans le camp de ceux qui disent que cela est naturel, que cela est dans l'ordre des choses, si moi je suis contre cet ordre-là, et contre cette évolution-là, et contre cette... Oh, je sais pas, j'ai oublié le terme. Contre ce destin. Il me reste juste à porter ma mère comme on porte sur soi le corps mort de son jumeau, mais dont on ne peut se séparer. Je porte avec moi le cadavre de ma mère. Ce cadavre qui me parle. Ce cadavre qui est moi dans une autre version. Il a beau se décomposer, il a beau sentir mauvais, c'est mon corps à moi. Un autre volet de l'affaire, je ne sais pas comment finir sur cette idée du corps qu'on porte, du cadavre qu'on porte. Déjà le mot cadavre, c'est quelque chose de fort et c'est la première fois que je l'utilise. Alors, je ne pourrais pas dire le mot cadavre de suite. En prenant une petite pause, ça me fait penser, j'irai pisser sur vos cadavres, ou sur, je sais pas, ou sur vos tombes. Moi, je l'ai transformé, j'irai pisser sur vos cadavres, et un coup, voilà, où je suis pas totalement dans le mot cadavre, d'une certaine façon, je pourrais, si j'utilise, je pourrais continuer de dire j'aimerais incorporer, manger, consommer et avoir le corps de ma mère à l'intérieur de moi-même, comme... Mais je ne vais pas plus loin parce que ça ne rentre pas dans ce que je peux. Et dès que déjà, le mot cadavre va créer une distorsion avec ce que je peux ressentir, mais en même temps, je ne sais pas comment je peux me représenter le corps actuel de ma mère. Quelquefois, on a une idée de la personne endormie pour toujours, on a une idée quand on vient l'approcher, quand on la voit endormie, immobile. Sa petite mort, le sommeil, qu'est le sommeil finalement, on en a une petite idée. Les yeux fermés, mais on n'a jamais l'idée. On ne se représente jamais le visage avec les orbites vides. C'est ça le problème. Ce n'est pas vrai que le sommeil, c'est la petite mort. Parce que le visage, il est encore entier. La personne est encore telle qu'on l'a toujours connue. Non, non, c'est, voilà, la chose. Comment la mort, cette chose, et on a peur, la peur qui revient, c'est que chaque fois qu'on accole le mot mort à celui de mère, la mère, elle meurt un peu plus.
Et on n'a pas envie d'ajouter plus de mort à la mort. On a envie de ralentir cette avancée, cette inévitabilité. Cela nous est imposé. Et nous essayons de ralentir le processus de séparation, le processus du débranchement. Quand j'ai été débranché de ma mère. Oui, le processus de dépossession. Le corps de ma mère m'a été enlevé, m'a été arraché. Alors avec les mots, évidemment avec le français, la langue que je n'ai jamais parlé avec ma mère, mais que ma mère aurait pu parler, cela était dans l'ordre du possible, mais peu importe la langue. Bien sûr, allô maman Bobo s'impose. Mais quand j'ai pensé à l'appel, c'est pas ça qui est venu. J'ai pensé à un appel réel. Je me suis dit, je n'ai personne à appeler. Personne. Mais je vais appeler ma mère. Mais je n'ai plus de mère. Je vais appeler ma mère, mais il n'y a plus de mère. Ah, comment faire? Qui appeler quand on ne peut plus appeler l'être ultime à soi? Il n'y a plus personne au-delà de la mer. Il n'y a eu personne avant la mer, il n'y aura personne après la mer. C'est comme ça. Quand on ne peut plus appeler la mer, qui appeler? Qui implorer? Qui prier de venir à notre secours? Ma mère, viens à mon secours. Viens. Mais la mer ne vient pas. La mer ne vient pas. Il n'y a rien. J'appelle et aucune réponse. Je peux appeler longtemps. Ma mère ne m'entend plus. Ma mère ne réagit plus à ma voix. Et ma mère pour qui j'étais la première fois, la première voix, la première fois, la première voix, la première tétée, la première émotion. La première réalisation. La chose qui a déchiré le corps de ma mère. J'ai déchiré le corps de ma mère pour me frayer un chemin vers le monde. Oui, j'ai déchiré le corps de ma mère. Je l'ai mutilé pour que je puisse émerger et être au monde. Il a fallu pour cela que je fasse mal, que je fasse très mal. La douleur, les cris, les cris, ça déchire. Allez, pousse, poussez madame, poussez encore un peu. Allez, courage, poussez, poussez, push, poussez madame, poussez. Allez, ah. Pousse. Ah. Ça fait mal. Pousse. Allez, courage. Courage. Et on éponge le front de ma mère et ma mère crie de nouveau.
Ça dure, le travail est long, ça prend des heures et ça dure une éternité. Chaque millimètre que je fais, ça arrache. À des douleurs infinies au corps de ma mère. Ma mère n'en peut plus. Dieu, soulagez-moi, soulagez-moi, libérez-moi. Allez, poussez, madame. Poussez, madame, poussez. Encore. Allez, poussez, madame. Soulevez les jambes. Encore un peu plus. Ça viendra plus facilement. Allez, poussez, poussez. Allez, poussez. Poussez, madame, poussez. Poussez. Allez, poussez. Je me fatigue, je n'en peux plus. Faites quelque chose. Faites quelque chose pour soulager le corps de ma mère. Ma mère. J'ai tué ma mère. J'ai déchiré le corps de ma mère. J'ai été le premier à faire cela. Et je porte la responsabilité la plus grande dans cette supplice. Dans ce supplice. Cette torture qu'on a infligée au corps de ma mère, que j'ai infligée. Et c'est vrai que là, je retrouve, comme certains parlaient à l'époque, j'ai entendu parler de cri primal, et c'est là où en fait on convoque un peu la totalité de ce qu'on a accumulé, et je n'essayais pas de faire un cri primal. Là, je n'ai pas les conditions de tranquillité. J'aimerais faire cela, quelque chose qui peut-être va devenir public, mais j'aimerais faire cela en toute intimité. Simplement revivre, ou faire semblant de revivre le calvaire de sa mère. Simplement essayer de se rendre compte de façon superficielle, cela va sans dire, de façon un peu peut-être outrancière, une sorte peut-être que quelque part je porte atteinte par cela à ma mère, parce que je fais semblant, mais la douleur de l'accouchement et la peur, toutes sortes de peurs. Il y a là quelque chose, il y a là un continent, comment dire, qui restera indécouvert, qui me restera inaccessible. Voilà, il y a des choses comme ça, qui sont destinées à rester dans un autre parler, demander à l'autre de parler, à la mère de parler. Mais qu'est-ce que j'étais prêt à accorder comme temps d'écoute à la mère, comme qualité d'écoute. Et peut-être que la mère n'aurait pas voulu en parler. Peut-être parce que la chose qu'on vit, si on devait en parler plus tard, il y a comme un sentiment de sorte, non pas de trahison,
mais une sorte, c'est comme si on relativisait la chose, on portait atteinte à la chose, à l'intégrité de la chose. Car le sentiment, il est quelque part, il ne peut pas être décrit. Il doit être décrit dans l'instant. Et encore, si on doit faire appel aux mots, ça sera une sorte de transcription. Et non pas la réalité. Alors peut-être avec l'écrit, l'intensité des cris, la modulation des cris, peut-être que ça peut aider. Ça peut aider. Et c'est vrai qu'il y a des cris qui nous glacent. Je me rappelle d'un cri lancé par un chien qui venait de se faire écraser par une voiture. Et c'est vrai que ce cri-là, j'aurais aimé en être toujours, comment dire, aujourd'hui j'en parle, mais malheureusement, moi qui l'ai vécu, qui l'ai entendu, le chien, je l'ai vu, son accompagnateur humain l'avait relâché, parce qu'ils allaient vers une sorte de parc. Mais une voiture est passée où d'habitude, il ne passe pas beaucoup de voitures. Donc l'accompagnateur humain a cru bon de relâcher le chien, puisque finalement, il n'y avait pas de danger. Mais les rares voitures qui passent par ce chemin, par cette route, ils ont le droit. Ben, ce jour-là, il y en a une sur les 10 000 qui passaient, qui continuaient leur chemin, il y en a une. Et c'est trouvé qu'elle passait. À ce moment-là, au moment où le chien se lançait, tout content évidemment. Un chien, il a besoin d'être libre de ses mouvements, il n'a pas besoin d'être tenu par une laisse. Une fois, il est dans le parc, il est déjà dans le moment qu'il va connaître, qu'il va vivre, sentir l'herbe et l'odeur des autres chiens, pouvoir courir à sa guise. Et le chien, il était déjà dans la joie, dans sa joie. C'est le moment qu'il a. Il n'en a pas tant comme ça de moments dans la journée. Il a ce moment, ces 2 moments dans la journée où on le laisse un peu. Et ben voilà, vivre libre. Alors, voilà, une voiture est passée. Et ce cri qui m'a glacé, mais finalement, aujourd'hui, quelques années après, je ne sais plus combien, je n'en ai qu'une idée abstraite. Le cri ne résonne plus à mes oreilles. Il faut que j'en fasse une transcription par les mots. Il faut que je me fasse un peu violence pour que je puisse tenter d'en donner une petite idée, simplement. Évidemment, je peux parler de façon plus détaillée de la chose. Je dirais, voilà, la roue de la voiture lui a écrasé le corps. On va dire, lui a écrasé la colonne vertébrale, et c'était un petit chien, c'était pas difficile, mais même un gros chien n'aurait pas résisté. Mais en tout cas, il a eu le temps d'émettre un cri, mais ce n'est pas un cri plaintif, c'est un cri modulé, de telle façon la somme de toutes les douleurs. Et c'est ça que peut-être la mère a ressenti, et qu'elle n'aurait pas été capable de transcrire. Voilà le problème et l'impossible exercice de de la transmission ou du récit. On ne peut pas faire le récit de choses qui ne peuvent pas être redites. J'ai eu le privilège, si l'on peut dire, de voir un acteur faire accoucher une femme pour de vrai. C'était la première fois, et je ne sais pas comment ça s'est passé, un acteur connu,
et c'est une femme mexicaine, je pense. Il y a eu un vrai accouchement. Pas un bébé qui était déjà sec et tout, qui est peut-être quelques jours déjà. Non, un vrai bébé, un vrai accouchement qui est sorti du ventre de la mère. Un vrai de vrai. Sans qu'il y ait de coupure, sans qu'il y ait de changement de plan. Tout était visible et comme ça. Sinon, on fait semblant. Donc, dans la plupart des films, dans la majorité, la totalité, on fait semblant. Là, et donc finalement, cet instant qui est si important, cet instant où tout peut basculer, il peut y avoir la mort de la mère, la mort du bébé, des complications, il peut tout y avoir. On peut être tiré au forceps, on peut subir mauvaise intervention, un mauvais accouchement, tout peut se passer. Et quand cette chose-là se passe normalement, c'est quelque part... donc finalement, et là, donc, au moins, en faisant fonctionner divers types de relations de la chose, avec des moments de sincère émotion, et avec des moments où l'émotion est un peu non pas artificielle, mais elle est un peu aidée. On aide un peu la chose. Mais il reste toujours le désir d'aller au-delà, au-delà de l'artifice ou de l'artificiel, et de faire vraiment dans la chose. Il peut y avoir un risque évident de basculement. Mais on aimerait s'approcher de cette frontière-là. On aimerait un peu tenter le diable et aller le plus loin possible. Donc, je parle donc du corps de la mère, évidemment le corps qui évidemment est sanctifié. Là, le corps, il n'y a pas plus saint que le corps de la mère. Il est saint par essence. Et il n'y a pas à contester, il n'a pas besoin de démontrer sa sainteté. Il n'a pas... il est saint parce que c'est le corps de la mère. Et ça s'arrête là. Pas besoin qu'il ait produit des miracles, qu'il ait démontré une qualité que n'ont pas les autres gens, c'est la mère. Le corps de la mère est un corps saint. Alors, par-delà, on veut témoigner, par là, évidemment, on échoue avec les mots, tous les types de mots, tous les types de propos échouent et ils ne peuvent pas, c'est uniquement une tentative modeste de faire un peu, de transmettre ou de comment dire, de consigner quelque chose qu'on sait passante, qu'on sait provisoire. Moi, je vais disparaître, je vais rejoindre le corps de ma mère. Je ne sais pas si ça sera possible, mais j'aimerais être réuni à ma mère. J'aimerais être seul à cela. Je voudrais avoir le privilège d'être réuni dans la même tombe que ma mère. C'est mon désir. C'est rien. Je ne demande pas quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que je voudrais être seul avec elle. Comme j'ai été seul avec elle la première fois, j'aimerais que pour l'éternité, pour cette certaine forme d'éternité, nous serions
j'aimerais que nous soyons réunis. Hein? Pitoyable et risible, à désir, risible, réunion. Et voyez-vous, c'est tout ce que j'ai comme désir. Aussi peu, aussi saugrenu qu'il puisse paraître, c'est le mien. Voici quelque chose. Moi, je m'arrête là. Ça, c'est ce reniflement, c'est quand on a un peu pleuré. C'est normal. C'est quand la séance des larmes a cessé et reste. Ce reniflement signifie en même temps que les larmes ont coulé, mais que cet écoulement s'est terminé. Voilà un reniflement. Il y a quelque chose comme ça dans le nez. Il y a de la morve dans le nez qui en même temps, donc en même temps que les glandes lacrymales sécrètent les larmes, en même temps un peu le système nasal est empli d'une matière un peu de... Voilà.